Alors, on va continuer cette partie sur le langage OWL. Donc, on a vu qu'OWL, c'est l'acronyme de Web Ontology Language, qui est un langage de représentation des connaissances ou de représentation des ontologies, tout simplement. Donc, c'est une extension du RDF schéma, comme on a vu. Il propose d'utiliser toutes les composantes de RDF schéma, à savoir les classes, sous-classes, propriétés, sous-propriétés, et aussi ce qu'on appelle les propriétés d'annotation, à savoir RDFS comment, label, see also, et is defined by. Et il utilise un autre lot de composantes qui attendent l'existant, bien sûr. Donc, si vous vous rappelez, on a parlé parmi les nouveautés, la possibilité au niveau des classes de faire des intersections de classes, l'union de classes, définition de disjonction entre classes, et aussi l'équivalence de classes. On a aussi le principe de ce qu'on appelle l'union disjointe. C'est le fait de construire l'union de plusieurs classes qui sont en même temps disjointes. Concernant les propriétés, on a parlé du fait que dans l'OWL, on sépare les propriétés en deux catégories. On a ce qu'on appelle les object properties et on a ce qu'on appelle les data properties. Les object properties sont des propriétés dont le range, parce que le principe de propriété est le même que pour RDMA. Vous avez le domaine et le range. Donc la différence dans le WL, c'est que dans les object properties, le domaine, c'est une classe. D'ailleurs, le domaine est toujours une classe, mais le range, c'est aussi une classe. Contrairement aux data properties, pour lesquelles le range, c'est un type. Il peut être un type basique, comme entier, réel, chaîne de caractères, etc. Aussi, on a parlé des caractéristiques des propriétés. Donc, le WL, il a donné la possibilité à ce qu'on donne ou plutôt on signale certaines caractéristiques pour les propriétés. Donc, la majorité de ces caractéristiques sont associées aux object properties. Donc, on a la symétrie, l'asymétrie, c'est-à-dire l'inverse de la symétrie, la réflexivité, l'irréflexivité, on a la transitivité, on a quoi d'autre? On en a parlé. On a le fait qu'une propriété est fonctionnelle, les propriétés inversement fonctionnelles aussi. La transitivité, j'en ai parlé. C'est tout. Donc, c'est tout pour les différentes propriétés, ou plutôt caractéristiques, qu'on associe aux propriétés. On a aussi parlé des propriétés en chaîne. Donc, c'est des propriétés qui sont construites à base d'un enchaînement de propriétés. Et l'exemple qu'on avait donné, si vous vous rappelez, le frère d'un père est un oncle. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, une personne A est frère d'une personne B et que cette personne B possède un fils, par exemple, qui est une autre personne C, ça veut dire que la personne A est l'oncle de la personne C. Donc là, ça permet, donc les propriétés en chaîne permettent tout simplement de déduire un enchaînement, plutôt de déduire une propriété à partir d'un enchaînement de propriétés. Alors, grosso modo, c'est ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les différentes possibilités offertes par le langage OWL. Et on va parler de deux choses. On va voir ce qu'on appelle les restrictions et on va parler des individus. Alors, concernant les restrictions. Alors, les restrictions, elles rejoignent aussi ce qu'on fait au niveau des propriétés. Alors, dans la recommandation du W3C, de WL2, donc on a la possibilité d'utiliser des restrictions sur les propriétés. Quand je dis propriété, ça peut être une propriété, un object property ou un data property. Alors, pour les restrictions, on a trois possibilités. On a la quantification existentielle. Donc, c'est le il existe. OK? Donc, je pense que vous l'avez vu en logique. Et on a la quantification universelle, c'est le quel que soit. Et on a aussi les cardinalités. Donc, il est possible de signaler qu'en quoi une propriété peut se répéter un nombre de fois précis pour une classe. OK? Pour une classe d'individus. Et d'ailleurs, toutes ces restrictions, on les a déjà vues dans les logiques de description. Donc, c'est le même principe que dans le WL. Alors, on commence par la quantification existentielle.
Donc, elle permet la création d'une classe d'individus qui sont connectés via une propriété à des individus d'une classe donnée. Donc là, dans la quantification existentielle, leur objectif, c'est de déduire de nouvelles classes, ok, à partir de propriétés qui sont utilisées pour lier certains individus d'une classe donnée. C'est-à-dire qu'on va prendre ou on va récupérer un sous-ensemble d'un ensemble qui est existant. Et là, on a deux types de restrictions. On a object some values from et data some values from. La différence entre les deux, c'est que la première s'applique aux propriétés objets, ou plutôt les object properties, et la deuxième s'applique aux data properties. Alors, par exemple, on a deux classes, homme et père. La classe homme hérite de la classe, plutôt la classe père hérite de la classe homme. Et un père, c'est le père d'un autre homme. OK? Alors, donc là, la classe père, elle va regrouper tous les individus qui réalisent l'object property père2 via la classe homme. Alors, donc là, ça veut dire tout simplement que tous les pères sont des hommes et qu'une partie des hommes sont des pères. Et ces hommes-là qui sont des pères, ce sont des hommes qui réalisent la propriété père2 au moins une fois. OK? Alors, si on veut écrire ça avec la syntaxe de la logique, des logiques de description, on va écrire, je vais l'écrire sur le chat, on va écrire la classe père est équivalente à il existe paire de hommes, tout simplement. OK? Donc là, comme j'ai dit, grâce à la quantification existentielle, on va déduire tous les membres de la classe père à partir de la propriété père2 qui va lier un homme à un autre homme, tout simplement. Pour la syntaxe avec RDF XML, donc là, on va déclarer la classe homme et la classe père. Et on va déclarer la classe père comme quoi c'est une classe équivalente qui est le résultat d'une restriction sur la propriété père2 avec some values from la classe homme. Donc là, comme je viens de le dire, on va récupérer quelques individus de la classe homme qui seront des pairs. Et ces individus de la classe homme, ils doivent réaliser la propriété paire2 au moins une fois. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé some values from. Some, ça veut dire quelques-uns en anglais. OK? Ça veut dire qu'on ne va pas prendre tous les hommes, mais seulement une partie des hommes. Et cette partie qui est concernée, ce sont tous les hommes qui ont la propriété paire2 qui se réalise au moins une fois. Est-ce que c'est clair? Alors, oui, je viens de voir la question de Oumaima. Est-ce que la première balise doit être fermée? Oui, c'est effectivement le cas. Je me suis trompé. Normalement, elle doit être refermée et c'est une balise auto-fermante. Parce que là, on n'a fait que déclarer la balise homme, plutôt la classe homme. Voilà. Ok, c'est une simple déclaration. Alors, comme je disais, ici, on a la classe père qui est un sous-ensemble de la classe homme. Parce que, comme vous le savez, tous les pères sont des hommes. Mais tous les hommes ne sont pas des pères. Donc là, on est d'accord. Donc là, l'objectif de cet exemple, c'est de déduire, OK, tous les pairs depuis la classe homme. Parce que là, on va supposer que la classe homme, il va regrouper tous les hommes. Mais on veut déduire uniquement de cette classe les pairs et les placer dans une classe qu'on va appeler pair. Donc là, pour ce faire, on va déclarer cette classe pair comme étant une classe équivalente. Et cette classe équivalente, c'est une restriction sur la propriété paire2. Parce que la logique qu'on va suivre est la suivante. Un père, c'est un homme qui a la relation paire2 qui est réalisée au moins une fois. OK? Donc, il suffit qu'un homme soit père d'un seul enfant pour qu'il soit père. OK? Et là, on va récupérer certaines valeurs de la classe homme. OK? Donc, pour dire qu'en quoi c'est un sous-ensemble.
Donc, c'est là on a utilisé some values from. OK? Parce qu'on va accéder, on va récupérer un sous-ensemble des hommes, tout simplement. Et là, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc, si vous vous rappelez donc, l'exemple que j'ai donné, donc l'équivalent de ça avec comment dirais-je, les logiques de description, on met, donc je l'ai écrit sur le chat, il existe paire de hommes. Donc là, il existe, c'est ce qu'on a fait là, ici, paire de hommes. OK? Il va déduire toutes les personnes ou tous les hommes qui ont la relation paire 2 qui va les lier à un autre homme, quel qu'il soit. OK? Donc et là, avec some values from, on va récupérer qu'une partie. On ne va pas tout récupérer. OK? Parce que comme on a dit, tous les hommes ne sont pas des pairs. Mais tous les pairs sont des hommes. Donc les pairs, c'est comme j'ai dit, un sous-ensemble des hommes, tout simplement. Alors, je crois, les principes qu'on va voir aujourd'hui sont un peu compliqués. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. OK? Si quelque chose n'est pas clair, vous m'arrêtez sans problème. Alors, on va voir un autre exemple de la quantification existentielle. Donc, l'exemple précédent, on l'a vu par rapport à une classe, un object property. Donc là, on va voir un autre exemple avec un data property. Donc là, on a deux classes, personne et majeur. La classe majeure hérite de la classe personne. OK? Alors, et aussi, la classe personne possède un data property âge qui est de type positif integer. Donc là, la classe majeure, elle va regrouper tous les individus qui réalisent la data property âge via la classe personne avec une valeur supérieure ou égale à 18. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que la classe personne va regrouper toutes les personnes qui existent. Et on veut déduire de cet ensemble des personnes toutes les personnes qui sont majeures, qui ont un âge supérieur ou égal à 18. OK? Alors, là, on peut le déduire via une quantification existentielle qui va tout simplement dire que toutes les personnes qui possèdent un âge supérieur ou égal à 18 sont des majeurs, tout simplement. Pour implémenter ça, on va déclarer, donc on va supposer qu'on a la classe personne qui est déclarée, qu'on a aussi la data property âge qui est déclarée. OK? Ça, c'est la suite. Donc là, la classe majeure, c'est une classe qui est équivalente à une restriction sur la propriété âge. OK? Parce que là, ce qu'on fait, c'est on va restreindre la propriété et son range. OK? Donc, on a la propriété, c'est âge, et le range, c'est une valeur. Tout à l'heure, dans l'exemple précédent, on a restreint la propriété paire2 dont le range est la classe homme. OK? Donc, de la même manière, on va faire ça. On va restreindre sur la propriété âge. Et là, puisqu'on n'a pas de range, donc le range, ce n'est pas une classe comme tout à l'heure, parce que la restriction, on l'a fait sur une data property. Donc là, on va mettre some values from, et entre la balise ouvrante et la balise fermante de some values from, on va ouvrir RDFS data type. C'est une balise qui permet de définir un type, ou bien un sous-type si vous voulez, parce que c'est une restriction. Alors, et là, on va dire qu'en quoi ce type qu'on va définir, on va le restreindre sur un data type qui est existant, qui est XST positive integer. Donc là, c'est du XML chaînon. Donc ça montre un petit peu la force du mécanisme des namespaces. Donc là, on a plusieurs balises qui viennent de plusieurs vocabulaires différents. Et là, on a regroupé le tout dans un seul document. C'est ça l'importance des namespaces. Ça permet de dire qu'en quoi ça appartient à ça tout simplement. Alors, le data type de base, c'est positive integer. Et là, on va définir toutes les restrictions. Donc, avec with restrictions, et là, on va donner plusieurs restrictions. Chaque restriction avec une balise RDF description. Donc, et là, avec RDF description, je vais mettre XSD min inclusive. Donc, si vous vous rappelez, XSD min inclusive, on l'a vu dans la partie XML schéma. Elle permet de définir
la borne inférieure pour un intervalle de valeur numérique. Donc, on a aussi de l'autre côté max inclusif qu'il est possible d'utiliser. Alors, donc la min inclusive, je vais dire que la valeur entre la balise ouvrante et la balise fermante, elle est positive intégrale. Et là, je vais donner tout simplement 18, qui est la borne inférieure, qui va faire que je veux uniquement les personnes qui ont un âge qui est inférieur, plutôt supérieur ou égal à 18. Donc, en mettant min inclusive, j'ai fixé la borne inférieure. Je n'ai pas fixé de borne supérieure, ici c'est plus l'infini. Okay? Mais ce qui est important pour moi dans l'exemple, c'est tout simplement de déduire toutes les personnes majeures. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer quelques-uns, donc some values, quelques-unes des personnes de la classe personne, ou quelques-uns des individus de la classe personne, qui ont la propriété âge avec une valeur supérieure ou égale à 18. Et ces individus, je vais les placer dans la classe majeure, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Si c'est bon, on va passer à la quantification universelle. Alors, avec la quantification existentielle, on a déduit de nouveaux individus à partir de classes existantes. Donc là, le rôle de la quantification universelle, c'est plus de vérifier qu'un ensemble d'individus respecte certaines conditions. Donc, et là aussi, on a deux possibilités. Object all values from et data all values from. Donc, les deux possibilités, elles permettent de respectivement restreindre les object properties et les data properties. On va expliquer ça par un exemple. Alors, donc là, j'ai 4 classes ici. Donc, la classe conférence, dont hérite une classe qui s'appelle conférence africaine. Une conférence, de façon générale, elle est organisée dans une ville. Et une ville, elle peut être une ville africaine. OK? Alors, là, la classe conférence africaine va regrouper tous les individus qui réalisent l'object property organisé, mais uniquement pour les individus de la classe ville africaine. OK. Alors, donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, parce que là, c'est une quantification universelle. Donc là, on va dire que quelle que soit la conférence africaine, elle doit toujours être organisée dans une ville africaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une conférence africaine qui est organisée dans une ville européenne, par exemple. OK? Donc, c'est la logique que je veux implémenter ici. Ça veut dire que toutes les instances de la classe conférence africaine sont liées à la classe ville africaine via une propriété organisée. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous allez avoir comme j'ai dit une ville européenne dans laquelle on organise une conférence africaine. Alors, pour mettre en place ce mécanisme, donc là, on va dans la définition de la classe conférence africaine, on va signaler que c'est une sous-classe de conférence et sous-classe d'une autre restriction. Donc là, c'est comme si j'avais déclaré qu'en quoi elle hérite de 2 classes. Alors, et cette autre classe, c'est une restriction sur la propriété organisée. Et là, j'ai mis all values from, ville africaine. Donc là, ville africaine, c'est le range de la propriété organisée. Mais vous allez me dire que la propriété organisée, donc je reviens, elle est liée, elle permet de lier la conférence à ville. Donc là, si vous vous rappelez, avec le mécanisme d'héritage, donc quand une classe hérite d'une autre classe, elle va hériter tout, même ses propriétés. C'est-à-dire que conférence africaine, elle va hériter même la propriété. Et une ville, elle peut être une ville africaine. OK? Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de cerner. C'est de restreindre à ce que toutes les conférences africaines soient organisées dans des villes africaines. C'est-à-dire que si jamais vous ajoutez une instance dans la classe conférence africaine qui a la propriété organisée, qui possède comme range une ville qui n'est pas africaine, donc là, normalement, il doit vous donner une erreur.
c'est ce qu'on appelle une incohérence. OK? Donc, d'ailleurs, c'est pas logique. Donc, vous allez appeler une conférence comme étant africaine et vous allez l'organiser dans une ville qui n'est pas africaine. OK? Comment dirais-je? C'est l'objectif derrière cette quantification universelle, c'est de vérifier une condition précise. Si elle n'est pas réalisée, c'est-à-dire que il y a un problème, il y a une inconsistance. Alors, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis organisé, donc on a restreint la propriété organisée, et on a mis all values from ville africaine. Alors, pour écrire ça avec les logiques de description, alors, Monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît, la classe créée par la quantification universelle, elle est toujours une sous-classe d'une autre classe? donc là, on n'a pas créé une classe. Donc, il ne va pas créer une classe, donc, pour qu'on soit d'accord. Avec la quantification existentielle, Oui. on va alimenter une autre classe. D'accord. Par exemple, ce qu'on a fait pour la classe majeure, donc tous les individus se trouvent dans la classe personne. Oui. OK? Et on a déduit un sous-ensemble de la classe personne qu'on a appelé, c'est les majeurs. Là, on ne va pas déduire une nouvelle classe. Parce que là, avec cet exemple, donc la conférence africaine, donc là, vous allez créer des instances de conférence africaine. C'est vous qui allez les créer manuellement. Et à chaque fois que vous allez créer une conférence africaine, il va vérifier si elle est organisée dans une ville africaine. Mais monsieur, s'il trouve qu'elle est organisée dans une autre ville qui n'est pas africaine, il va vous donner une erreur, tout simplement. d'accord. Mais monsieur, la classe, par exemple ici, dans notre exemple, la classe conférence africaine, elle doit essentiellement être une classe fille d'une autre classe. Pas forcément. D'accord, merci. Mais ici, l'objectif, c'est de dire qu'en quoi une conférence africaine, c'est une conférence, tout simplement. Alors, je vais écrire ça avec la syntaxe des logiques de description pour que ça soit plus clair. D'accord, merci. Alors, je vais partager ça sur le chat. Alors là, Fatima, c'est pas. Donc, je viens de voir le message de Fatima. Donc, c'est pas une quantification existentielle, c'est une quantification universelle. Donc, l'équivalent de ce qu'on a écrit avec l'OWL, donc c'est conférence, intersection, quelle que soit la conférence qui est organisée dans une ville africaine. Ou bien, donc en d'autres termes, pour toute conférence qui est organisée dans une ville africaine, c'est une conférence africaine, tout simplement. Donc là, l'objectif, comme j'ai dit, ce n'est pas de déduire de nouvelles instances, mais c'est de vérifier l'existant. Vérifier qu'en quoi une conférence africaine, elle est organisée dans une ville africaine. C'est-à-dire que s'il retrouve une conférence africaine qui est organisée dans une ville, par exemple, européenne, il va donner une erreur, tout simplement. Donc, le rôle des quantifications universelles, c'est de vérifier. Ce n'est pas de déduire de nouvelles instances ou de nouveaux individus. J'espère que j'ai été clair. Alors, là, on va voir un autre exemple, toujours avec la quantification universelle. Donc là, je pense que vous le savez, le CNE, il a changé. CNE, le Code national de l'étudiant. Il y en a, donc, dans les anciennes versions, il possédait que des numéros. Donc, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez des chiffres, des lettres dans votre CNE pour vous? Oui, voilà. Donc, les anciens CNE, donc, ils ne possédaient pas de lettres dans le CNE. On n'avait pas de lettres, on n'avait que des chiffres. OK? Alors, donc là, ce que je vais faire dans l'exemple, un étudiant, il possède un CNE. Et ce CNE, j'ai mis RDFS littéral. Donc, RDFS littéral, c'est un type qui peut prendre n'importe quelle valeur, quel que soit le format de cette valeur-là. OK? Alors, et là, je vais créer une sous-classe que j'ai appelée ancien étudiant, ce qui est sous-classe de la classe étudiant. Alors,
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'en quoi les anciens étudiants, ce sont tous les individus qui réalisent la data property CNE, mais uniquement pour des valeurs entières. C'est-à-dire, parce que là, pour vous, donc la majorité d'entre vous possèdent un CNE qui possède une lettre. Donc, c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas une valeur numérique. OK? Donc là, on va tout simplement vérifier que tous les anciens étudiants possèdent un CNE qui est de type entier. Alors, pour l'implémentation de cela, donc là, on a la classe ancien étudiant qui est équivalente à une restriction sur la propriété CNE. Et là, j'ai mis all values from XSD long, tout simplement. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier si chaque instance de la classe ancien étudiant possède un CNE qui est de type long. S'il retrouve un seul ancien étudiant qui a un CNE qui n'est pas de type long, c'est une inconsistance, c'est une erreur, tout simplement. OK? Donc là, comme j'ai dit, il va vérifier. Il ne va pas déduire les anciens étudiants. Si vous voulez déduire les anciens étudiants, c'est une quantification existentielle. Vous allez dire, il existe CNE et le type long avec RDF type. OK? Et là, il va déduire, il va aller dans la classe étudiant et déduire tous les anciens étudiants. Donc là, on ne va pas faire de déduction. On va seulement vérifier. On va vérifier, ou plutôt on va imposer une hypothèse. On va dire qu'en quoi tous les anciens étudiants possèdent un CNE qui est de type long. C'est-à-dire, si vous voulez insérer un nouveau étudiant comme un autre étudiant comme instance de la classe ancien étudiant et que le CNE n'est pas de type long, il va vous donner une erreur tout simplement. OK? Donc, pour finir cette partie sur les quantifications universelles et existentielles. La différence entre la quantification universelle et existentielle, c'est que dans la quantification existentielle, on déduit une classe à partir d'une autre classe. Mais c'est comme si vous créiez un sous-ensemble dans une classe existante. OK? Mais dans la quantification universelle, son objectif, c'est de vérifier que toutes les instances d'une classe respectent une certaine condition. OK? Comme dans l'exemple que vous voyez devant vous, tous les anciens étudiants, donc je dis bien tous les anciens étudiants possèdent un CNE qui est de type long, tout simplement. OK? Donc il va seulement vérifier, il ne va rien déduire. C'est ça la différence entre la quantification universelle et la quantification existentielle. Est-ce que c'est clair? OK. Alors, concernant les cardinalités, donc, ils permettent la création de classes d'individus qui sont connectés via une propriété aux individus d'une classe donnée avec un nombre d'occurrences. Donc, c'est comme si vous voulez fixer le nombre de fois où une propriété se répète pour une instance. Donc, et là, vous avez la possibilité de faire ça sur les object properties et sur les data properties. Aussi, vous avez la possibilité de définir une cardinalité minimale avec ou sans une cardinalité maximale. Pareil, vous pouvez définir uniquement la cardinalité maximale avec ou sans cardinalité minimale. Et vous pouvez aussi définir une cardinalité exacte, c'est-à-dire qu'en quoi une propriété doit se répéter avec un nombre exact de fois. OK? Pareil, donc là, comme j'ai dit, on peut appliquer ça sur les object properties, comme on peut appliquer ça sur la data property. On va voir un seul exemple. Alors, donc la classe pair, elle va regrouper tous les individus qui réalisent l'object property pair 2 via la classe homme au moins une fois. OK? Donc là, on va faire une déduction en utilisant cette fois des cardinalités. Tout à l'heure, on a utilisé la quantification existentielle. Donc là, on va utiliser des cardinalités. Alors, donc là, je vais créer la classe pair. Je vais dire qu'en quoi elle est équivalente à une restriction sur la propriété pair 2. Et là, je vais utiliser min qualified cardinality. Je vais dire qu'en quoi on a une cardinalité minimale qui est de 1.
tout simplement, sur la classe homme, comme vous le voyez. Donc là, j'ai mis en classe homme. OK? Parce que là, la classe père, plutôt la propriété père 2, elle permet de lier un père à un homme. Elle permet de lier un père à un homme. Donc là, ici, quand j'ai mis en classe homme, là, c'est le range de la propriété. OK? Donc là, dans l'exemple, je veux dire que c'est un exemple simple. Vous allez me dire qu'on connaît le range, pourquoi le spécifier encore une fois? Donc, des fois, vous avez besoin de cibler une classe fille. OK? Comme ce qu'on a fait dans l'exemple des villes africaines. Donc, la propriété, plutôt des conférences africaines, la propriété organisée, elle permet de lier une conférence à une ville. OK? Et on a créé la quantification universelle par rapport à une sous-classe de la classe conférence. Et on a ciblé comme range une sous-classe de la classe du range. OK? Donc là, c'est pour simplement préciser le type exact de la ressource que vous ciblez. OK? C'est pour cela qu'on redonne encore une fois, si vous voulez, le range de la propriété. Est-ce que c'est clair? Comme j'ai dit, donc je sais que c'est une partie un peu délicate. N'hésitez pas à m'interrompre à chaque fois que c'est possible. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la dernière partie. C'est les individus. Donc, les individus, comme vous le savez, c'est les instances des classes. OK? Alors, on va prendre un exemple, donc on va expliquer ça par l'exemple. Un étudiant est inscrit dans une université. Donc, le schéma ontologique correspondant, on va avoir deux classes, étudiants et université, et qui sont liées via une propriété, un object property ici, qu'on va appeler inscrivant. Donc, le domaine de la propriété, c'est étudiant, et le range, c'est université. Alors, donc là, le code OWL avec la syntaxe RDF XML équivalent. Donc, on va avoir une classe étudiant, une classe université, un object property qu'on va appeler inscrivant, qui possède comme domaine la classe étudiant et comme range la classe université. Alors, maintenant, on va créer une instance. On va dire que Mohamed, qui est un étudiant, est inscrit dans l'UH2 qui est une université. Alors, si on veut implémenter ça avec la syntaxe RDF XML, on va utiliser la balise named individual. Si vous voulez, un individu nommé. Parce que comme on va le voir, vous pouvez créer un individu sans nom. C'est possible. C'est ce qu'on appelle les individus anonymes. Alors, donc là, en premier lieu, je vais créer une instance de la classe université, l'UH2. Donc, je peux définir avec RDF ID ou bien RDF about. Vous faites comme vous voulez. Alors, named individuel RDF ID UH2. Et là, je vais dire qu'il est de type université. Donc, je vais signaler avec RDF type. Alors, l'UH2, elle est de type université. Et après, on a Mohamed qui est de type étudiant, qu'on va signaler avec RDF type. Et ensuite, on va créer une instance de la propriété. Parce que là, on a créé une instance de la classe qu'on a fait avec RDF type, que ce soit pour UH2 ou pour Mohamed. Et par exemple, on a créé une instance de la propriété elle-même. On a mis inscrit dans et on a donné la valeur du range. Parce que là, donc, dans tous les cas, comme on a dit, c'est des triplés. Donc, Mohamed, c'est l'objet, c'est le sujet. Inscrit dans, c'est le prédicat. Et le sujet, plutôt, Mohamed, c'est le sujet. Le prédicat, c'est inscrit dans. Et l'objet, c'est l'UH2, tout simplement. Pour dire, Mohamed est inscrit dans l'UH2, tout simplement. OK? Alors, ça, c'est ce qui permet de créer un individu où il y a des instances de plusieurs classes avec des propriétés. Alors, ça, c'était pour les object properties. Pour les data properties, c'est la même histoire. Donc là, par exemple, je vais dire qu'un étudiant, il possède une date de naissance. Date de naissance, c'est une propriété qui est de type XSDDate, XML schéma. Alors, si on reprend un exemple, bon, déjà le code équivalent avec la syntaxe RDF XML,
vous avez la classe étudiant, la data property, date de naissance. Dans le domaine étudiant, et le range, c'est la date. Alors, on va créer une instance. Mohamed est né le 15 juin 1996. Donc, on va écrire Mohamed, on va dessiner plutôt ça, Mohamed, on va lier avec la date de naissance, avec la propriété date de naissance. Donc là, ça ressemble à la syntaxe abstraite qu'on a utilisée avec RDF, si vous vous rappelez. Alors, pour implémenter ça avec du XML, avec la syntaxe RDF XML, on va créer notre individu Mohamed. Okay, on va signaler avec RDF type ou bien RDF, avec RDF ID ou RDF about. On va signaler à quelle classe il appartient avec RDF type, on va dire que c'est un étudiant. Et pour la propriété, pour la data property, donc quand vous avez une data property, vous ouvrez la balise, vous mettez la valeur et vous fermez la balise, tout simplement. OK? Parce que là, on ne va pas le lier à une autre ressource ou à un autre individu. C'est une simple valeur. Donc, on va expliciter directement entre la balise ouvrante et la balise fermante dont le nom correspond à la data property. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des individus anonymes. Donc, c'est un individu qui ne possède pas d'IRI. C'est-à-dire, on ne va pas lui donner de RDF ID ni de RDF about. Donc, il est possible d'utiliser le node ID. Donc, si vous vous rappelez, donc le node ID, ça permet d'identifier une ressource RDF à l'intérieur du document lui-même. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du document, elle n'est pas utilisable. Ce qui est utilisé à l'extérieur du document, c'est le RDF ID et le RDF about. Alors, le concept est similaire à ce qu'on appelait les blank nodes en RDF. Donc, c'est les nœuds vides. Alors, l'exemple. Un étudiant est inscrit dans une université et possède une date de naissance. Alors, donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Étudiant inscrit dans l'université et la date de naissance avec le type XSD. Et ça, c'est le code OWL correspondant. Les deux classes étudiants, la data property date de naissance et l'object property inscrit dans. Alors, là, je vais dire que j'ai un étudiant que je ne connais pas et qui est né le 15 juin 1996. OK? Donc là, comme vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne connais pas cette ressource, mais je connais uniquement certaines informations sur cette ressource. Mais je sais que c'est un étudiant. Alors, pour signaler ça, on va mettre name individual. Je vais spécifier ni RDF ID, ni RDF about, ni RDF node ID. Je ne vais rien spécifier. Et là, je vais dire que c'est un étudiant et je vais donner la valeur de sa propriété. OK? C'est ce qu'on appelle un individu anonyme. Mais dans le cas où vous voulez associer cet individu à une autre ressource, là, c'est une autre histoire. Alors, on va voir un exemple par rapport à cela. Alors, on va dire que Mohamed, il est inscrit dans une université qu'on ne connaît pas. Okay, c'est une université inconnue. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation ici à la place de l'université. Alors, là, Mohamed, il est inscrit dans une université. On ne connaît pas cette université, mais on sait que c'est une université. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer un individu anonyme de type université et qu'on va appeler avec un node ID que j'ai appelé underscore U1, par exemple. Et là, pour signaler que Mohamed il est inscrit dans une université qu'on ne connaît pas, donc bien sûr, on va déclarer Mohamed, qui est de type étudiant, et là, dans inscrit dans, parce que pour signaler une instance, on a besoin d'une ressource existante pour l'objet property. Et là, puisque la ressource est anonyme, donc on l'a nommée avec notre ID, que j'ai appelé underscore U1, et c'est ce qui va faire le lien. Donc, pour signaler à la fin que Mohamed il est inscrit dans une université qu'on ne connaît pas, quel que soit son nom. C'est ce qu'on appelle les individus anonymes. C'est des individus pour lesquels on ne connaît pas le nom, mais on a des informations sur ces individus-là. Donc, soit vous ne mettez pas de nom pour le RDF ID ou RDF about pour l'individu, et si vous avez besoin de le référencer, comme ce qu'on a fait ici pour l'université,
on a besoin de le référencer avec un object property. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné un nom avec nom ID. Mais comme j'ai dit, c'est un nom qui est connu et valable uniquement dans le document ODVL. Alors, on a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des individus similaires. Alors là, dans certaines situations, il se peut que vous vous retrouviez avec des instances du même individu. Donc, c'est le même individu qui a été signalé 2 fois. Donc, vous avez la possibilité de dire qu'en quoi il s'agit de la même personne. Donc là, comme je disais, c'est des individus qu'on a déclarés plusieurs fois avec des IRI qui sont différentes. Et là, l'objectif, c'est de lever l'ambiguïté sur l'équivalence entre des individus différents qui peuvent posséder des propriétés similaires. Parce qu'il se peut que vous ayez 2 individus qui possèdent pratiquement les mêmes propriétés, mais pour lesquels il s'agit de 2 individus complètement différents. OK? Donc, avec la WL, vous avez la possibilité de signaler comme quoi 2 individus sont la même chose et de signaler aussi comme quoi 2 individus qui se ressemblent sont différents. Alors, on va prendre un exemple. On a 2 individus. Le premier s'appelle Mohamed Amin attaché et le second s'appelle Med Amir qui est aussi attaché. On va signaler comme quoi ils sont tous les 2 similaires. Alors, déjà, on va supposer qu'on a une classe personne. On a 2 individus. Named individual ID Mohamed Amin qui est de type personne et Med Amir qui est aussi de type personne. Donc, pour signaler qu'il s'agit de la même chose, on va ajouter la balise ODVL same as. On va donner, avec la valeur RDF resource, l'IRI ou bien l'ID de l'autre individu qui correspond. Donc là, l'objectif ici, c'est de signaler qu'en quoi ces 2 individus, c'est la même chose. C'est un seul et même individu qui a été déclaré 2 fois, tout simplement. C'est pour faire le lien entre les 2. Et pour signaler qu'ils sont différents, là aussi, vous allez déclarer chacun des individus et ensuite, on a un RDF description qui est de type all different. Donc ça, c'est l'IRI du type. Et là, je vais déclarer tous ces types avec ODVL distinct members, avec parse type collection. Et là, je vais donner des descriptions avec des ID pour signaler comme quoi ces 2 individus sont là. Donc là, l'objectif d'utilisation de description ici avec ID, donc c'est pour donner la possibilité à ce que les ressources soient créées directement à l'intérieur de distinct members. Mais sinon, si vous faites ça, il va faire le lien sans problème. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais poster sur la page du cours un outil, c'est un outil d'ingénierie ontologique qui s'appelle Protéger. Ok, je vais poster le lien pour le télécharger avec une petite vidéo qui explique comment l'utiliser. C'est un outil d'ingénierie ontologique. Alors déjà, c'est le seul qui est encore maintenu et qui est encore à jour. Ok, donc plusieurs autres projets ont disparu. Il est gratuit, open source, donc vous pouvez télécharger sans problème. Je vais vous poster aussi un exercice à faire qui va contenir un ensemble de faits pour lesquels vous allez créer une ontologie. Donc, c'est-à-dire que vous allez créer des classes et les relations qui peuvent exister entre ces classes-là. Donc, je vais poster les différentes vidéos des séances avec le support de cours pour que vous puissiez revoir ce qu'on a fait, avec un exercice et une autre vidéo pour expliquer l'outil à utiliser pour la construction de l'ontologie. Et d'ailleurs, c'est ce même outil que vous allez utiliser, Inch'Allah, pour les ateliers. OK? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Allah,